Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu, on a un petit problème parce qu'on devait accueillir un lycée qui vient d'assez loin, qui vient de Laon et qui est bloqué sur la route dans un bouchon où il y a eu un accident. Donc voilà, on essaie quand même de les associer au cours de ce matin. Ils arriveront pendant la présentation, je pense, en tous les cas je l'espère. Mais pour ne pas retarder, décaler l'horaire qui était prévu, nous allons commencer. Voilà, donc contrairement au lundi précédent, où on avait toujours un cours suivi d'un séminaire, ce qui était prévu, c'est d'avoir un cours, et le séminaire consiste à organiser un débat justement avec ces lycéens qui ont réfléchi depuis quelques semaines à une vaste question. Est-ce que la chimie peut être écologique ? Vous allez voir que les enjeux, mais aussi les opportunités qui se cachent derrière cette question sont particulièrement importants. Et c'est pour moi l'occasion peut-être de revisiter, repenser ce qu'est vraiment la chimie sous un angle qu'on n'entend pas souvent. Et l'objectif, à travers d'ailleurs cette petite vidéo que je vais vous partager, est de commencer à comprendre la complexité de la discipline, la chimie. Si on devait la résumer en quelques mots, la chimie, c'est la science qui s'occupe du vivant à une échelle très fine, celle de la molécule. Et vous en voyez une ici, c'est une protéine. Vous voyez un petit peu la complexité de cette protéine. On ne la voit pas réellement, c'est une simulation de ce qu'elle est, par des calculs assez théoriques, qui montrent que une molécule n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose de complexe, qui évolue, qui n'a pas une forme et une taille définie, et qui cherche sans arrêt à trouver l'état le plus stable qui lui convient le mieux. Donc vous voyez un petit peu en quelques microsecondes comment une protéine va essayer de s'organiser pour atteindre l'état de stabilité maximale. C'était un peu pour comprendre en introduction ce que je vais vous présenter derrière, à savoir que si la chimie est mal comprise, le premier problème, c'est effectivement qu'on ne voit jamais ces fameuses molécules. On a plein d'indices sur ce qu'elles sont, sur leur structure, sur leurs interactions, sur leur comportement, mais elles sont tellement petites que ce sont des objets qu'on ne cerne jamais réellement, on ne les voit pas concrètement. Et pour cause, quand on regarde un petit peu ce qu'est la taille d'une molécule, elle se situe entre 0 à 1 nanomètre, c'est-à-dire 10-10 à 10-9 mètres. Donc c'est vraiment infiniment petit. C'est vraiment l'organisation du vivant qui est la plus petite possible. Quelques exemples concrets, il ne faudrait pas être leurré par cette image, on ne voit pas ça au microscope, c'est beaucoup trop petit, mais des molécules qu'on connaît bien, comme le dioxyde de carbone, on en a beaucoup parlé lors du premier séminaire, une molécule toute linéaire, toute en longueur, c'est 0,23 nanomètres. L'eau, qui n'est pas linéaire, qui a une structure beaucoup plus complexe, plus élaborée, ça c'était le sujet du deuxième séminaire, c'est 0,27 nanomètres. Et si on passe à des molécules un peu plus grosses, plus élaborées, comme par exemple le glucose, ce sucre essentiel comme source d'énergie pour tout le monde vivant, les plantes, les bactéries, les animaux et nous-mêmes bien sûr, vous voyez qu'on atteint 1 nanomètre. Donc là, la première difficulté, c'est qu'une molécule, c'est un système organisé extrêmement petit, invisible et donc qui est un véritable sujet pour bien le cerner. Et si on essaie de rapprocher un petit peu les disciplines du vivant par rapport à leur échelle d'étude, on peut comprendre la position particulière de la chimie. Donc le monde vivant le plus petit, le mieux organisé, c'est, on peut dire, la cellule, pour donner un ordre de grandeur. On est à l'échelle de 10 000 nanomètres. Les virus, qui sont encore beaucoup plus petits, on est de l'ordre de 100 nanomètres. Donc là, on est dans le domaine de la biologie. Voilà les objets d'étude de la biologie. Maintenant, l'échelle d'étude des macromolécules, qui relève plutôt de ce qu'on appelle traditionnellement la biochimie, comme par exemple l'ADN, c'est 2 nanomètres de diamètre. Et puis se situe tout en bas de l'échelle le domaine de la chimie, qui nous intéresse aujourd'hui. À nouveau ce glucose, une conformation précise du glucose. Et oui, le glucose peut prendre plusieurs formes dans l'espace. C'est 1 nanomètre. Voilà donc une première complexité qui montre qu'on comprend très très mal, très généralement, ce qu'il y a en fait derrière cette discipline.
Donc on est 10 000, voire 100 000 fois inférieur à la cellule quand on parle d'une molécule, qu'on étudie le système d'organisation à l'échelle de cette molécule. Mais c'est même encore plus compliqué que ça, parce qu'après tout, une taille stricte de molécule n'a absolument aucun sens. Souvenez-vous de la protéine tout à l'heure qui se déformait donc pendant un certain temps pour être à un état de stabilité maximale. Eh bien, les molécules, lui, bougent en fonction de tas de paramètres. Déjà, les mesurer, la première complexité, c'est qu'il faudrait les définir comme quelque chose de fixe et de précis. Ça n'est pas le cas. C'est défini par un nuage électronique. Vous voyez ici, je reprends le dioxyde de carbone avec le carbone, et puis les deux oxygènes représentés ici en rouge. Donc des nuages électroniques qui représentent des probabilités de présence des électrons donc autour de noyaux. Donc vous voyez un petit peu la difficulté. C'est ce qui peut être appréhendé par la mécanique quantique qui permet d'expliquer en fait ces nuages électroniques. Et puis ces distances varient. Alors, c'était évident dans le cas du petit film sur la protéine tout à l'heure. La distance entre les atomes varie parce que les liaisons et la molécule elle-même est très agitée. Pour atteindre la conformation la plus stable, c'est ce que faisait la protéine tout à l'heure, donc sa structure tridimensionnelle, mais également en fonction de son environnement. Si vous soumettez cette protéine de tout à l'heure, vous commencez à la chauffer, elle va à nouveau se déformer, bouger, essayer de retrouver cet état initial. Si vous le mettez dans un solvant, l'eau par exemple, eh bien, ça va créer des interactions avec le solvant. Ça peut affecter sa structure. Donc on voit déjà qu'il est très difficile de définir précisément à un instant T ce qu'est une molécule. Ça ne correspond pas à la réalité. Donc difficile d'avoir une taille stricte donc d'une molécule. On va plutôt parler d'une dimension caractéristique qui va essayer de la représenter au mieux de ce qu'elle est. Donc la complexité monte d'un niveau. Ceci étant, donc, quand on dit chimie, on doit penser, donc, vous l'avez compris, molécule. Alors, il y a différentes façons de voir la chimie. Il y a celle dont on entend beaucoup parler, de façon assez triste d'ailleurs, dans la vie quotidienne, avec toutes les conséquences de la pollution, qui sont un usage que l'on peut faire de la chimie. On va parler de produits chimiques quand on va parler de pesticides. Ce qu'on oublie, c'est que la nature est elle-même faite de molécules, qui sont extrêmement intéressantes et passionnantes, qui sont aussi des produits chimiques. Donc il y a tout le temps, en fait, ce raccourci un peu trop rapide entre ce qui serait un produit chimique absolument terrible, horrible pour l'environnement. Alors oui, ça peut exister, ça malheureusement, on pourra en reparler, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la chimie de la nature. La chimie est au cœur de la vie, avec des molécules qui sont donc extrêmement passionnantes. On va essayer d'en découvrir quelques aspects ensemble. Et pour le découvrir, eh bien, je vais reprendre, m'approprier un petit peu une réflexion qui a été partagée en 2018 par 3 prix de Nobel de chimie qui avaient donc trouvé cette merveilleuse formule « La nature est la meilleure chimiste qui existe ». Et c'est vrai, je vais vraiment vous montrer quelques exemples qui traduisent cette réalité et qui permettent peut-être de sentir ce que la chimie peut apporter dans la vie quotidienne, ce qu'elle peut apporter en termes de connaissances, mais aussi de solutions par rapport aux gros problèmes actuels. Oui, la chimie est réellement au cœur de la vie. Et ce qui est sidérant pour le chimiste, alors il y en a plusieurs dans la salle aujourd'hui, eh bien, c'est de voir que la chimie de la nature se fait dans des conditions extrêmement douces, qui portent vraiment à réflexion, on va le voir sur des exemples très précis. Donc la chimie de la nature est capable de développer des réactions extrêmement complexes, qui ne sont pas faciles du tout, dans des conditions extrêmement douces de température, c'est la température ambiante, c'est la température de notre organisme, à la pression atmosphérique, donc des conditions hyper douces, on ne peut pas faire mieux, et en plus dans l'eau. Donc ça peut paraître très réducteur et pourtant c'est extrêmement puissant. Premier exemple qu'on a partagé lors du premier séminaire, le cas de la photosynthèse, donc cette usine chimique merveilleuse de tous les organismes photosynthétiques qui vont transformer le gaz carbonique en sucre, mais c'est une transformation extrêmement complexe. Et en amont, le début consiste à être capable d'oxyder l'eau en dioxygène. Pour ceux qui étaient là, il y en a beaucoup qui viennent tous les mardis, qui sont très fidèles, donc c'est très agréable, vous allez voir une continuité en fait dans tout ce qui est discuté. Eh bien, on a vu que ce mécanisme était très subtil, bien complexe, à tel point, d'ailleurs, que c'est toujours l'objet de recherche pour affiner la compréhension de cette transformation, de cette oxydation de l'eau en dioxygène.
Alors ceux qui étaient là se souviendront peut-être, on a essayé d'aborder donc des étapes de ce mécanisme qui se fait en plusieurs transformations successives et qui sont donc d'une complexité achevée d'un point de vue théorique, mais qui sont aussi des modèles mécanistiques très inspirants pour le chimiste et qui lui procurent des solutions donc pour résoudre les problèmes de l'impact de la chimie. Donc une réaction qui a l'air de rien, mais que la nature fait comme ça sous nos yeux très facilement, mais pourtant donc avec des subtilités de mécanismes donc de très haut niveau. Quelque chose qu'on connaît bien, la construction des acides nucléiques, de l'ADN, de l'ARN, c'est une réaction de polymérisation. Alors, c'est bien différent des polymérisations pour faire les plastiques que nous connaissons. C'est la polymérisation qui va permettre de synthétiser donc l'ADN, l'ARN, dont vous savez l'importance au niveau de notre fonctionnement intime, et avec le luxe d'être capable de corriger des erreurs. Donc en fait, c'est extrêmement bien contrôlé, avec une finesse, là aussi, qui porte à réflexion. Une autre réaction, là pareil, elle paraît toute simple, et pourtant, transformer le diazote qui est dans l'air en ammoniac, en ammonium, l'engrais naturel par définition, engrais azoté. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. Est-ce que les engrais azotés vont traverser le détroit d'Ormuz? C'est un vrai sujet d'inquiétude. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est comment le chimiste est capable de transformer le diazote en ammoniac. Les conditions, c'est une réaction très ancienne et qu'on déploie toujours à grande échelle. La réaction se fait à 450 degrés. Et oui, il faut vaincre la stabilité de l'azote. C'est ce qu'on appelle un gaz inerte, donc qui est particulièrement compliqué à transformer. 450 degrés sous 150 atmosphères, donc une pression très élevée, avec un catalyseur. En général, au niveau industriel, c'est le catalyseur au fer. Voilà les conditions pour y arriver. Alors, comment fait la nature? C'est vraiment intéressant. Ça se fait dans les légumineuses. Les légumineuses font ça sous nos yeux avec une facilité déconcertante. Vous regardez un petit peu les racines de cette légumineuse sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Vous voyez ces petites déformations, ces petites boules ici, c'est ce qu'on appelle des nodosités racinaires. Elles abritent des bactéries. Et oui, la légumineuse a accepté de se laisser contaminer par certaines espèces bactériennes. Et ce n'est pas par hasard. Pourquoi? Eh bien, ces bactéries, à la température ambiante qu'il y a à l'intérieur des racines, sans pression particulière, va réussir à réduire le diazote atmosphérique en ammonium, en ammoniac. C'est absolument sidérant. Voilà, avec quelle facilité ces bactéries vont réaliser cette transformation. Pourquoi le font-elles? Pourquoi la légumineuse a accepté de se laisser contaminer par ces bactéries qui ont la propriété donc de produire de l'engrais azoté? Parce que la bactérie va en rétrocéder une partie à la légumineuse qui en a un besoin absolu et vital pour produire ses protéines. Et en échange, la légumineuse, qui a des parties aériennes très généreuses et très vertes, va faire la photosynthèse, c'est-à-dire transformer le gaz carbonique en sucre et donner une partie de ce sucre à la bactérie. C'est ce qu'on appelle la symbiose. C'est un merveilleux exemple de coopération dans la nature. On y reviendra beaucoup lors du dernier colloque, qui sera étudié à l'échelle de la légumineuse jusque, vous le verrez, à l'échelle internationale, comme modèle économique. C'est passionnant. Voilà ce que sont capables de faire les légumineuses et les bactéries associées. Transformer très facilement donc le diazote et bien sûr dans des conditions qui n'ont rien en commun et rien à envier à ce que fait donc la chimie au niveau industriel. Alors la nature ne fait pas simplement que des transformations simples, transformer l'azote en ammoniac. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'atomes, ça vous paraît très simple. Elle est aussi capable de synthétiser des molécules extrêmement complexes. Vous avez là l'exemple d'un arbre qu'on appelle un if, que vous connaissez peut-être, au moins de nom, donc qui porte des aiguilles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques années, un chimiste américain avait observé que dans l'écorce de cet if, qu'on appelle Taxus baccata, dans l'écorce, il y a en fait des molécules de défense. Et oui, la nature, les espèces végétales doivent souvent se défendre contre leurs prédateurs. Donc, elles génèrent une molécule toxique si elles sont donc attaquées. Et donc, c'est toujours très intéressant de connaître la structure
en fait, de ces molécules et de comprendre ces mécanismes de défense. Et le chimiste qui s'est intéressé à cette molécule, qui est libérée donc, par l'écorce de cet arbre, s'appelle le taxol. Vous en voyez ici un schéma ou une représentation graphique plus traditionnelle. C'est une molécule qui est quand même assez complexe, avec, pour ceux qui sont un peu chimistes, plein de centres asymétriques ici, que la nature respecte parfaitement. Donc cet arbre, pour synthétiser cette molécule, on dit biosynthétiser cette molécule, utilise 20 étapes de transformation successives pour y arriver. Alors cette molécule de défense a été donc étudiée par ce chimiste qui a vu qu'elle avait des propriétés anticancéreuses extrêmement intéressantes. Et du coup, ça l'a beaucoup inspiré. Après, mettre sur le marché cette molécule en allant la chercher dans l'écorce, c'est strictement impossible. Il y en a trop peu dans l'écorce. Il est hors de question d'abattre tous les ifs qui la produisent. Donc il a fallu la synthétiser. Et c'est là où on voit la différence d'efficacité. Ça n'est pas le chimiste qui est le meilleur, le chimiste dans son laboratoire, mais 40 étapes pour y arriver, le double. Dans le meilleur des cas, une trentaine, mais avec beaucoup de difficultés pour respecter en fait, la structure tridimensionnelle de tous ces carbones asymétriques. Un chimiste français, un des plus grands chimistes français, Pierre Potier, qui travaillait à l'ICSN pour les Parisiens, donc à Gif-sur-Yvette, donc a beaucoup étudié cette molécule. Et puis s'est rendu compte que si on la modifiait très légèrement, vous voyez la modification ici est entourée en bleu, donc on transforme ce cycle aromatique par ce motif, donc un ester de terre butyle, eh bien, on pouvait moduler l'activité anticancéreuse de la molécule et elle était active contre des formes de cancer contre lesquelles on avait peu de moyens et peu de solutions. Ça a été un résultat assez extraordinaire. Très beau résultat de laboratoire, mais comment transformer ce résultat de recherche en une réalité industrielle ? Hors de question de mettre en œuvre ces 40 étapes, c'est pas rentable, le prix aurait été exorbitant et c'était pas jouable. Alors il a eu une idée très astucieuse, c'est d'aller chercher, non pas dans l'écorce, mais dans les aiguilles d'IF qui sont présents chez nous, eh bien une molécule qui était un point de départ qui permettait d'éviter ces 40 étapes. C'est ce qu'on appelle de l'hémisynthèse, une molécule assez élaborée qui a à peu près la moitié de la structure finale recherchée, donc qui est déjà très avancée en termes de structure. Aller chercher la matière première dans les aiguilles, c'est beaucoup plus intéressant, c'est renouvelable et ça pouvait donc être industrialisé, produit à grande échelle. Et il a très bien réussi. Cette molécule très légèrement modifiée, réalisée par hémisynthèse, s'appelle le Taxoter, qui donc a été commercialisé, qui l'est encore par Sanofi aujourd'hui, et qui est une solution intéressante contre un certain nombre de cancers. Donc on voit la puissance de la nature, on voit tout l'intérêt de mieux comprendre la chimie que la nature développe. Pour s'en inspirer là, ça a été un exemple magistral avec la production d'un anticancéreux dont l'efficacité a été clairement démontrée. L'exemple que je vous ai montré est là pour donc rappeler un certain nombre de vérités, placer la chimie dans le contexte scientifique et expliquer où elle se situe. Moi, j'aime beaucoup cette discipline personnellement, j'espère que je vais vous faire partager, parce qu'elle est un petit peu au centre, au carrefour de l'ensemble des autres disciplines scientifiques. Avec l'exemple que je vous ai montré, vous voyez tout de suite l'intérêt dans le domaine de la santé, on le sait bien. Donc beaucoup de médicaments dérivent évidemment de la chimie. On considère que les 2/3 dérivent de la chimie, 1/3 plutôt de la biologie, des biomédicaments. Et c'est ce qu'on appelle les petites molécules qui règlent la chimie. On a clairement compris aujourd'hui que ce serait incontournable et qu'il fallait continuer donc à les développer. Et elles sont là donc, au service de la santé avec une source d'inspiration dans la nature que le Taxoter a très bien illustré. Pour notre bien-être aussi, eh bien notamment, là vous avez une image d'une crème qui peut être une crème anti-inflammatoire, cicatrisante par exemple, ou hydratante. Eh bien c'est aussi de la chimie, on y revient de temps en temps, j'aurai un petit exemple tout à l'heure, on en reparlera, donc qui est quand même très utile. Les matériaux, la chimie des matériaux est quelque chose qui est devenu indispensable. Je ne pourrais pas vous faire cette présentation avec mon ordinateur s'il n'y avait pas tous les matériaux intégrés à cet ordinateur. Tous ces matériaux sont construits par la chimie. Là, vous avez l'exemple donc, de cellules photovoltaïques qui sont des produits purement chimiques qui relèvent de cette chimie des matériaux. Dans le domaine du transport, quand on examine un petit peu tous les constituants d'une voiture,
on est tout aussi convaincu de l'importance de la chimie. C'est très majoritairement donc des matériaux qui dérivent là encore donc de la chimie minérale et organique, indispensable. La construction, les matériaux de construction viennent aussi de la chimie. Les infrastructures routières, le bitume par exemple, c'est un produit qui dérive de la chimie. Et puis cette image rappelle tout simplement la peinture par exemple, c'est un produit qui dérive purement des connaissances chimiques. Des exemples peut-être plus intéressants dans le domaine de l'énergie. Et là je vous partage l'image du professeur Jean-Marie Tarascon, qui est professeur au Collège de France, que certains doivent connaître, vous l'avez peut-être déjà entendu, qui a participé pendant des années à l'élaboration des batteries lithium-ion, qui sont indispensables pour les véhicules électriques aujourd'hui, et qui travaille en ce moment dans l'établissement sur l'élaboration de batteries plus éco-responsables, des batteries sodium-ion. Donc c'est quelqu'un de prestigieux, il est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, il a eu la médaille d'or du CNRS et il est très clairement nobélisable. Donc voilà, il est présent ici grâce à ses travaux sur ces batteries. On y reviendra un petit peu, mais l'environnement, beaucoup de problèmes environnementaux aujourd'hui qu'on comprend petit à petit. La chimie est indispensable en fait pour décrire un problème environnemental, pour identifier en fait les polluants donc en fait qui sont dispersés, leur évolution dans la nature, leur concentration. Sinon, on ne pourrait pas caractériser un problème environnemental. Je le développerai un petit peu tout à l'heure. Enfin, ce qu'on attend peut-être moins, c'est que la chimie joue un rôle intéressant et important dans l'agroécologie. Pourquoi ? On a une image ici qui montre en fait deux insectes qui communiquent. Un insecte qui va envoyer un message à un autre. C'est comme ça que ça se passe dans la nature. La communication dans la nature est très chimique, pas que, mais très chimique. Beaucoup d'insectes, voire de plantes, vont émettre dans l'atmosphère des petites molécules assez volatiles qui sont des messages de communication. C'est comme ça que, par exemple, en agroécologie, on peut capter, attirer un prédateur dans un piège en émettant une molécule qui va l'attirer. Donc c'est quelque chose qui est très utile. Il y a une jeune société française, d'ailleurs, M2I, qui travaille sur ces technologies, qui met sur le marché ce qu'on appelle des phéromones, ces molécules de communication chimique qui permettent d'apporter des solutions donc à l'agroécologie. On reviendra tout à l'heure aussi sur l'exemple de ma légumineuse qui fait sous nos yeux de l'engrais chimique avec beaucoup de facilité. On a tellement de mal à faire en chimie. On verra bien sûr l'utilité sur un exemple très concret donc en écologie. Alors vous allez me dire, j'ai l'air d'avoir fait le tour de ce que la chimie peut développer et je n'ai pas parlé par exemple de pesticides. Exemple bien sûr indésirable, contre-exemple magistral, triste bien sûr, c'est aussi un produit chimique au même titre qu'une phéromone, bien sûr. On ne peut pas ignorer en fait ces problèmes environnementaux et le mauvais usage, le détournement de ce que devrait être cette chimie qui peut être très noble, à des fins bien sûr qui sont plus là, des fins aussi nobles que celles que je vous présentais, mais plutôt des fins financières, moi qui m'intéressent très peu, mais malheureusement qui existent. On ne peut pas les ignorer, et on ne peut pas ignorer aussi parfois l'impact en fait, sur l'environnement d'une activité chimique industrielle de grande ampleur. Il vaut mieux pas l'ignorer parce que si on veut résoudre ces problèmes, il faut les connaître, mais avec précision. Alors, comment les serrer ? Il faut d'abord voir aussi la puissance de l'industrie chimique, avec toutes les applications que je vous ai développées juste avant. Évidemment, vous comprenez qu'elles sont nombreuses. On considère, même si l'industrie chimique française et européenne sont en difficulté en ce moment, l'industrie chimique française est la deuxième industrie manufacturière donc au niveau européen. C'est bien sûr un atout économique extrêmement important pour la France, qui est classée au deuxième rang européen, derrière l'Allemagne, qui est très puissante aussi bien sûr dans le domaine. Premier exportateur industriel, 4000 entreprises, plus de 200 000 emplois, 10 prix Nobel, il faut quand même se le rappeler de temps en temps, se faire ce petit plaisir. La chimie française est bonne et de qualité. Et puis au niveau européen, c'est une chimie très puissante, donc 290 millions de tonnes de produits chimiques qui sont produits chaque année,
avec 28 000 entreprises, donc c'est énorme, c'est une industrie puissante, et bien sûr avec quelques revers que je vais vous partager, qui sont issus de données très factuelles, qui sont publiées par Eurostat. Donc oui, bien sûr, l'activité intense de la chimie peut avoir un impact environnemental très fort. Donc des chiffres récents sont ceux-ci, 73% des produits qui en dérivent sont soit toxiques, soit très toxiques. Et nous sommes en Europe, ce sont des données européennes. J'y reviendrai tout à l'heure. Parmi eux, 53% sont nocifs pour l'environnement. Et parmi eux, 30% sont nocifs pour l'environnement aquatique. Donc bien sûr, ces chiffres sont très élevés, sont un vrai problème. Et pourtant, je vous dis, c'est les chiffres européens. Et nous sommes comme dotés d'un outil dont je parle chaque semaine. Il est important pour le soutenir d'une réglementation européenne de la chimie. C'est ce qu'on appelle REACH. C'est un organisme qui enregistre, qui évalue ces produits chimiques, qui les autorise ou non. Donc il y a des restrictions sur certains produits dont on interdit leur production et pour lesquels il faut chercher des solutions de substitution. Il faut quand même savoir que c'est une réglementation assez dure. Et pendant des années, on a trouvé que c'était donc une réglementation extrêmement bénéfique. Qui dirait le contraire, puisque c'est pour protéger notre santé et la santé environnementale que cette réglementation existe. Ça a aussi été une source d'innovation, parce que si un produit est interdit, il rendait quand même un service à la base. Alors certes, il a des tas de défauts, il a une empreinte environnementale inacceptable, mais il rendait un service, il était utile. Donc c'était une source d'innovation, c'était une stimulation pour faire avancer la recherche et trouver ces solutions de substitution en Europe. Donc, malheureusement, comme vous le savez, en ce moment, c'est plutôt ressenti comme une contrainte et la réglementation faiblit. Donc c'est pour ça que je vous en parle, pour savoir qu'elle existe et donc soutenir ces efforts, qui sont des efforts courageux, mais qui, bien sûr, sur le long terme, sont absolument nécessaires. Face à cette situation, en fait, d'impact de certaines applications de l'industrie chimique, eh bien, la communauté scientifique, en fait, s'est mobilisée pour y répondre et trouver des solutions pour réduire à tout prix eh bien, l'empreinte environnementale de cette chimie. Et là, c'est ce qu'on appelle la chimie verte. La chimie verte, c'est un guide technique avec 12 principes qui ont été retenus par les scientifiques, les chercheurs en chimie, pour réduire donc l'empreinte environnementale de la chimie, réduire ce qu'il y a de pire dans la chimie. C'est ce qu'on appelle donc la chimie verte. Et je vais vous partager une petite vidéo d'une chercheure au CNRS, Isabelle Ricolat, qui a été un élément moteur en France pour adopter ces principes de la chimie verte, les partager et les inscrire en fait dans les programmes prioritaires de recherche. Donc je trouve que c'est donc assez édifiant et je vous propose de l'écouter pendant quelques secondes. Vous entendez ? Rien du tout. Bon, je vais recommencer, vous allez me dire si c'est mieux. C'est bon ? Ok, super. La chimie verte, c'est une chimie qui est pensée autrement, qui est une chimie qui démarre maintenant et qui est vraiment tournée vers le futur. Cette chimie verte, c'est la traduction de l'anglais green chemistry. Donc il y a toujours une ambiguïté en France parce que chimie verte, dans certains cas, on considère que c'est exclusivement la chimie des agro-ressources parce qu'on est un pays agricole. Et en fait, la chimie verte donc, va au-delà. Bien sûr, on va essayer d'utiliser les agro-ressources ou de manière, je dirais, plus générale, des ressources renouvelables plutôt que le pétrole au démarrage. Mais ensuite, la chimie verte, c'est aussi tout ce qu'il y a en aval, c'est-à-dire une chimie plus propre, moins de solvants, moins de réactifs, des catalyseurs qui vont être recyclés, plus propres. Un catalyseur, c'est donc un produit qu'on rajoute dans le milieu qui permet d'accélérer la réaction, qui permet de chauffer moins, par exemple, pour obtenir le même résultat. Donc c'est très important, mais ces catalyseurs, parfois, peuvent être polluants. Donc on va s'arranger pour imaginer des catalyseurs moins polluants et surtout des catalyseurs que l'on peut recycler. Les concepts de la chimie verte sont utilisés par les chercheurs pour imaginer de nouvelles stratégies de synthèse dans tous les secteurs. Donc, c'est de la chimie fondamentale, bien sûr. Donc, ils vont travailler sur les catalyseurs, sur de nouveaux réactifs issus des ressources renouvelables, des sucres, par exemple.
Et puis, ces concepts sont aussi utilisés maintenant dans l'industrie, dans tous les secteurs d'application. Ça peut être les matériaux. Alors on peut citer les matériaux pour les tissus, on peut citer les matériaux pour l'aviation, mais aussi dans le secteur agroalimentaire ou encore dans le secteur du médicament. Dans tous ces secteurs, on trouve maintenant l'application de la chimie verte. Alors c'est vraiment une révolution, donc une révolution qui est en marche, une révolution qui changera vraiment la vision du futur pour la chimie, à mon avis, et qui sera d'ailleurs plus en adéquation avec l'environnement et plus acceptée par le citoyen. Et c'est une révolution qui n'en est qu'à ses débuts. Donc cette petite vidéo, présentation de ce qu'est un petit peu la chimie verte, a été vraiment une modification majeure, qui, vous l'avez vu, donc a été intégrée bien sûr en recherche pour chercher des solutions nouvelles, mais au niveau industriel aussi, à grande échelle, vous en entendiez peut-être parler de temps en temps, et qui est donc une stimulation assez extraordinaire pour changer la chimie des futures années. Donc c'est extrêmement intéressant, mais à mon sens, évidemment, ça n'est pas suffisant. Il y a aussi les problèmes actuels, qui sont quand même importants. Et puis on a hérité aussi d'années d'erreurs avec une dispersion et une augmentation du nombre de problèmes environnementaux qu'on comprend mieux aujourd'hui. On comprend peut-être de plus en plus à quel point on a été maladroit. Et malheureusement, voilà, que peut-on faire ? Donc que peut faire la chimie par rapport, je vais dire, aux problèmes qui ont été engendrés dans le passé ? Donc c'est ça que je vais vous partager maintenant, pour vous montrer quelques exemples qui me semblent assez démonstratifs. Tout d'abord, la chimie de l'environnement, auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est très développée en France, notamment à Bordeaux. Vous connaissez, je ne sais pas s'il y a des Bordelais, mais le professeur Hélène Budzinski, par exemple, qui est très active dans ce domaine et qui fait des travaux merveilleux, et qui montre que c'est une chimie extrêmement ouverte, assez interdisciplinaire au sein de la chimie. Pourquoi ? Eh bien, quand il y a des problèmes de pollution avérés, la première chose à faire, c'est d'avoir de très bonnes compétences en ce qu'on appelle la chimie analytique. Analyser ces polluants, les quantifier. Combien y en a-t-il ? C'est une question extrêmement délicate, parce que ces polluants sont en général dispersés à très faible concentration. On parle beaucoup du cadmium en ce moment, par exemple, qui a été dispersé à cause de l'usage d'engrais phosphatés, dans lesquels il y a du cadmium, on l'a dispersé partout. On peut se demander comment on a laissé faire ce genre de choses, mais c'est la réalité. Et pour aller, je vais dire, mesurer les concentrations de cadmium qu'il y a dans le sol, c'est un vrai sujet, ça n'est pas simple. Pourquoi ? C'est toxique à très faible dose. Mais comment mesurer ces très faibles doses ? Eh bien, dans le sol, la première difficulté, c'est ce qu'on appelle l'effet de matrice, c'est-à-dire que le sol va retenir le cadmium. Et il est difficile d'être sûr, lors d'un prélèvement, d'une analyse, d'avoir tout extrait et de mesurer l'intégralité du cadmium qui est retenu dans le sol. C'est une grosse difficulté. Ça, c'est la première qui arrive. Et puis, le cadmium a une certaine solubilité dans l'eau. Donc, quand il pleut, eh bien, le sol est lessivé, le cadmium va être transporté par l'eau. Et là, il y aura un effet de dilution majeur qui pose une autre difficulté. Il faut quantifier, mesurer le taux de cadmium à de très faibles quantités. C'est un vrai sujet et donc il demande d'avoir des compétences extrêmement pointues pour que ces analyses aient du sens, pour qu'elles soient fiables. Donc c'est toute une spécialité. Mais ce n'est pas fini. Quand on parle de polluants, on a un autre problème, c'est qu'ils peuvent évoluer dans la nature. Alors il y a un exemple très célèbre, vous connaissez peut-être un ancien insecticide interdit aujourd'hui et bien heureusement, donc le parathion, qui a été utilisé massivement. Et quand on veut le chercher dans la nature, on n'en trouve pas tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'il a été oxydé, il a été transformé. C'est un peu le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui à travers les polluants éternels comme les PFAS, qui n'évoluent pas. Alors c'est un drame parce qu'ils ne sont pas biodégradables, mais vous en avez certains qui peuvent évoluer, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et le parathion, son produit d'oxydation, il a perdu son soufre, il est devenu oxygéné, et encore plus toxique que la molécule initiale. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut anticiper pour aller mesurer dans l'environnement les produits d'évolution de ces polluants. Donc ça relève de la chimie organique, comprendre comment dans la nature ces polluants peuvent évoluer, peuvent être oxydés, peuvent être hydrolysés, c'est-à-dire détruits par l'eau,
Dégradé, photodégradation, oui, par la lumière du soleil, qui est une forme d'activation des molécules qui peut aussi les transformer. Donc tout ça, il faut l'anticiper, il faut le comprendre pour aller chercher dans la nature ce qu'on a dispersé. Bien sûr, quand on a fait un état des lieux, qu'on a une connaissance de ce que sont devenus les polluants et à quelle concentration on se retrouve dans la nature, il faut bien sûr appréhender leur toxicité pour nous, mais également leur écotoxicité pour les organismes vivants, tels que les plantes, les micro-organismes, ou bien sûr les animaux. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué et qui demande en général d'avoir une connaissance interdisciplinaire, être capable de faire des liens, des combinaisons entre la structure moléculaire du polluant et l'interaction que ça va avoir avec un organisme, en quoi ça va le perturber, en quoi ça va atteindre sa physiologie. Et ça nécessite de naviguer entre la chimie et la biologie. Donc ce sont bien sûr des sujets complexes, mais qui sont très importants. Aujourd'hui, une nouvelle question se pose et complique donc toute cette étude de la chimie d'environnement, c'est la prise en compte du dérèglement climatique, qui va perturber toutes nos connaissances, tout ce qui a été établi ces dernières années, et ça commence déjà. Comment prédire dans les années à venir l'impact que ces polluants vont avoir sur la vie au sens large du terme? Alors certains, dont la collègue je vous parlais qui est à Bordeaux, essaient d'établir des outils de simulation, c'est de prédire à l'avance ce qu'ils vont devenir et l'impact que ça va avoir. Alors bien sûr, c'est comprendre dans les organismes ce que vont devenir ces polluants, c'est un vrai sujet, on en parlera bientôt, mais d'ailleurs dès mardi prochain, on verra le cas des insectes, par exemple certains, les moustiques qui sont vecteurs de maladies infectieuses, ils sont très sensibles à la chaleur, c'est ce qu'on appelle des ectothermes, c'est-à-dire que la chaleur augmente en fait leur physiologie, la dynamique de leur physiologie. Et donc ça va perturber tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Il faut redigérer un petit peu tous ces problèmes dans le cas du dérèglement climatique. Ça a un impact sur la chimie, une élévation de température, ça active une molécule, ça active sa transformation. Ça sera un vrai problème pour savoir ce qu'elle va devenir. Et bien sûr, tout ça avec des contraintes pas simplement thermiques, mais électroniques, la lumière du soleil, comme je vous l'expliquais, qui vont donc contribuer de plus en plus activement à faire évoluer la nature de ces polluants. Et puis après, toutes les données que l'on a, il faut les digérer, il faut les valider statistiquement. C'est ce qu'on appelle la bioinformatique. Donc ça touche là quelque chose un peu plus mathématique qui est indispensable. Et en chimie, il y a ce qu'on appelle la chémo-informatique, qui n'est pas loin de mon petit film d'entrée, où on a des connaissances théoriques maintenant suffisantes pour calculer à l'avance l'évolution en fait, d'un certain nombre de polluants en tenant compte des paramètres du dérèglement climatique. C'est une façon d'essayer de prédire ce qui va se passer pour évidemment s'en protéger au maximum et réagir, anticiper ces situations. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que tout ça est un constat assez triste, c'est se projeter dans un scénario de pollution pour mieux le connaître. J'ai envie de vous dire oui, il y a un autre axe de la chimie qu'on appelle la chimie durable. Alors, c'est dommage que les lycéens ne soient pas arrivés parce que c'est quelque chose d'important en termes de vocabulaire. La chimie durable est souvent confondue avec la chimie verte. On croit que c'est un autre terme pour définir la même chose. Alors, pas du tout. Souvenez-vous, la chimie verte, c'est un guide pour réduire l'impact de la chimie sur en fait, les plus gros problèmes du développement de la chimie à grande échelle. La chimie durable, c'est complètement autre chose. La chimie durable, c'est une chimie qui s'appuie sur les 3 piliers du développement durable, c'est-à-dire qui doit avoir une action positive au niveau écologique et environnemental. Alors ça, c'est nouveau. On croit que la chimie a toujours un impact sur l'environnement. Là, c'est complètement l'inverse. C'est mettre à profit la chimie pour résoudre des problèmes environnementaux et écologiques. Et je vous en montrerai quelques exemples concrets. L'autre pilier du développement durable, c'est le développement économique. Il faut que ces solutions écologiques et environnementales soient viables économiquement. Sinon, elles ne servent à rien si on ne peut pas les mettre en œuvre. Donc ça, c'est quelque chose qui est complexe. Développer une activité économique qui peut être conciliée avec une solution écologique. Donc cette solution économique doit être drôlement pensée et réfléchie pour qu'elle n'ait pas d'impact écologique. Sinon, tout ça n'a aucun sens.
Et le dernier pilier du développement durable, c'est un bénéfice social. Il faut que ça apporte quelque chose à la société. Donc ça, c'est également une dimension qui est très importante et qui doit être intégrée au raisonnement de cette chimie si elle veut se qualifier de durable. Donc c'est une ambition forte, une chimie plus récente, mais personnellement, moi, c'est celle qui m'intéresse. Alors, comment ça peut se réaliser concrètement ? Comment réussir donc à développer cette fameuse chimie durable qui va s'appuyer sur ces 3 grands piliers du développement durable ? Eh bien, l'exemple que je vais vous partager, c'est une chimie qui s'engage par rapport à un problème écologique essentiel, préserver la biodiversité. Vous entendez beaucoup, je vais dire, dans les médias et beaucoup de collègues qui essaient de se battre pour partager leur inquiétude vis-à-vis de l'effondrement de la biodiversité. Et moi, j'ai choisi de vous partager quelques solutions qui sont possibles en s'appuyant sur cette chimie durable. Quelles sont les causes de l'effondrement de la biodiversité ? Il y a 5 grandes causes qui ont été établies, et parmi ces 5 grandes causes, 2 qui sont très importantes. La pollution, bien sûr, on s'en doute. Ça fragilise beaucoup d'organismes vivants. Ils sont déjà mis en difficulté par le dérèglement climatique, par l'urbanisation, par la surconsommation des ressources naturelles. La pollution est un stress supplémentaire qui est dramatique, en fait, pour la biodiversité. Et puis l'autre exemple, dont on parle souvent et on n'a pas fini, on y consacrera un séminaire entier, c'est le développement incontrôlé de toutes les espèces exotiques envahissantes, végétales ou animales, qu'on a introduites maladroitement, c'est l'homme qui est responsable à 100%, en dehors de leur habitat naturel et qui prolifèrent de façon complètement incontrôlée. Donc 2 grands problèmes, vous allez le voir, face au déclin de la biodiversité, mais par rapport auquel la chimie durable peut apporter quelque chose. Pour ça, on va revenir à ma légumineuse de tout à l'heure. Elle n'était pas quelconque. C'est une légumineuse assez extraordinaire. Vous la voyez en photo ici. Alors comme elle est en plan entier, vous voyez moins bien les petites nodosités que je vous montrais tout à l'heure avec un gros plan. Mais cette légumineuse s'appelle Antilis vulneraria et c'est un écotype très spécifique. C'est une légumineuse qui a réussi à survivre sur un sol extrêmement contaminé, dans les Cévennes, qui est une ancienne région où il y avait une activité minière très intense. Aujourd'hui, elle est arrêtée, comme partout en France, mais l'héritage de la pollution est assez dramatique, puisqu'il y a des endroits où il n'y a plus aucune espèce végétale, parce que la pollution est telle qu'une plante ne peut plus survivre. Les bactéries, il y en a très peu ont réussi à survivre. Cette légumineuse a réussi. Elle réussit à tolérer un très haut degré de pollution, et non seulement elle tolère cette pollution, mais elle fait encore mieux. Elle extrait par son système racinaire le zinc et va le stocker dans ses parties aériennes à des concentrations records. C'est ce qu'on appelle un hyperaccumulateur de zinc. À ma connaissance, c'est le meilleur hyperaccumulateur de zinc connu au monde, vu les performances et les concentrations de zinc confinées dans ces parties aériennes. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas simplement un hyperaccumulateur de zinc, c'est aussi une légumineuse. Donc, dans ces nodosités que j'ai schématisées ici, il se passe une réaction absolument extraordinaire due aux bactéries qui ont pénétré ces nodosités. C'est donc la fameuse réduction du diazote qui est dans l'air en engrais azoté, c'est-à-dire en ammonium. Alors, c'est une véritable question. Cette légumineuse arrive encore, malgré ce sol très appauvri en nutriments, mais malheureusement très riche en polluants, à fonctionner comme une vraie légumineuse. Ça veut dire que certaines bactéries ont elles-mêmes réussi à survivre pour aller se réfugier dans ces nodosités pour transformer donc le diazote en ammonium. Tout ça pose question. Comment ces bactéries ont-elles réussi à survivre dans ce sol où la biodiversité bactérienne est réduite à peau de chagrin ? Eh bien, on va voir un petit peu comment tout ça se passe. Et tout ça est assez démonstratif de l'intérêt de la chimie si on veut bien comprendre ces phénomènes et les aider à se développer. Quand la légumineuse accepte de se laisser contaminer par la bactérie qui est dans le sol, ça veut dire que cette bactérie déjà tolère la pollution, ce qui est déjà une victoire pour la bactérie,
Eh bien, en fait, la légumineuse, vous voyez, par ce que vous voyez ici, ces espèces d'antennes, eh bien, va émettre des molécules. C'est ça, en fait, la chimie dans la nature. Elle émet des flavonoïdes que vous connaissez peut-être, on sait que c'est de très bons antioxydants, mais aussi des lectines. Les lectines sont des protéines qui ont des sucres à leur surface, qui sont parfois des molécules de défense, mais surtout des molécules de reconnaissance, qui vont servir à reconnaître la bactérie et à dire oui, j'accepte de me laisser contaminer par cette bactérie que je rencontre dans le sol, parce que c'est elle qui va être capable de réduire l'azote en ammonium. Donc c'est vraiment un message chimique qui est envoyé de reconnaissance à la bactérie. La bactérie réagit alors à son tour en émettant une autre protéine pour adhérer donc, sur la surface racinaire en fait, de la légumineuse. Donc c'est encore un échange chimique, mais dans l'autre sens. C'est un phénomène d'adhésion. C'est une protéine qui va lui permettre donc, d'adhérer sur le système racinaire. Et puis après, eh bien, ça déclenche une réaction sur les racines de la légumineuse qui, vous voyez, vont se déformer. On voit donc l'incurvation là, du poil sur la racine qui est générée par ce qu'on appelle des facteurs nodes qui viennent de la bactérie. C'est ce qui va induire la formation de ces nodosités qu'on va retrouver ici, ces fameuses petites boules qui abritent la bactérie. Donc ces échanges chimiques réciproques entre la bactérie et la légumineuse sont essentiels pour que la bactérie donc, puisse jouer son rôle et cette réaction chimique si extraordinaire dans les racines de la légumineuse. Alors tout ça pose beaucoup de questions. Alors déjà, souvenez-vous, pour faire cette transformation chimique diazote en ammonium, vous vous souvenez comment les pauvres chimistes font, 450 degrés, 150 bars, et donc ces bactéries le font à température ambiante, sans aucune pression. Mais elles dépensent quand même beaucoup d'énergie. Ça se mesure en ATP chez les bactéries, 16 molécules d'ATP par molécule d'ammonium formée, c'est beaucoup. Et pour avoir toute cette énergie, la bactérie a besoin de sucre. C'est indispensable. C'est comme ça qu'elle produit de l'ATP. Alors c'est une vraie question. Parce que dans ces sols très pollués, il n'y a plus de nutriments. Il y a quasiment plus de sucre. Ou en quantité hyper faible. Donc c'est une vraie question. Comment cette bactérie fait-elle pour survivre dans un sol où il n'y a plus grand-chose pour se nourrir et il y a surtout des polluants? Donc ça nous a beaucoup interpellés au début. Et on s'est demandé comment avait-elle réussi à résoudre cette difficulté et comment avait-elle réussi, elle, alors que les autres n'y arrivent plus et ont disparu. Alors ça a été une histoire passionnante. On a donc étudié ces bactéries, on les a prélevées, on en a fait des cultures et on les a étudiées finement. Et on a eu une réponse absolument extraordinaire. Ces bactéries ne transforment pas le sucre qui est dans le sol comme les autres. Elles ont trouvé une autre solution. Une voie ancestrale qui a été oubliée chez la plupart des bactéries actuelles. Vous savez peut-être qu'une bactérie classique va transformer le sucre, le glucose, par ce qu'on appelle la glycolyse, pour faire ces fameuses molécules d'ATP. La première étape de la glycolyse, c'est la phosphorylation du glucose, qui est une étape assez difficile et réversible, qui fonctionne dans les deux sens, qui peut retourner en arrière. Eh bien, ces bactéries ne font pas ça du tout, ne font pas de glycolyse. Elles ont trouvé une autre solution beaucoup plus astucieuse. Elles oxydent le glucose. Elles l'oxydent ici, pour les chimistes, en gluconolactone. Cette réaction d'oxydation est rapide et irréversible, c'est-à-dire qu'elle s'accapare le peu de glucose d'une façon définitive, plus rapide, plus efficace que toutes celles qui font de la glycolyse. Les autres sont battus à tous les coups. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une adaptation de la nature qui est quand même impressionnante. Et ça pose des questions derrière. C'est-à-dire, ok, elles oxydent le glucose, elles ne font pas de la phosphorylation. Elles arrivent à décomposer ce produit oxydé en ATP par une succession de transformations que je vous ai épargnées, parce que ça ne vous intéresse peut-être pas trop. Mais simplement, au niveau intermédiaire, nous, ce qui nous a interpellés, c'est que ça passe par une molécule qu'on ne connaît quasiment pas, ou très très peu. C'est ce qu'on appelle le KDG. C'est un sucre rare, très particulier.
Toutes les étapes de passage du glucose au KDG demandent de l'énergie. C'est après la coupure du KDG qui va permettre à la bactérie d'avoir plein d'énergie et de faire cet ATP. Et alors la question était, mais si on nourrit ces bactéries ou ce sol en KDG, on va nourrir ces bactéries qui sont capables de pénétrer dans la légumineuse et de générer de l'azote, donc de l'engrais, dont le sol va pouvoir bénéficier. Mais pour ça, eh bien, il faut savoir produire ce KDG. Et franchement, peu le connaissent. Donc là, la chimie intervient à nouveau. Après avoir compris la biosynthèse qui passe par cette molécule, il fallait la produire. Il fallait réussir à la synthétiser. C'est ce qui a été fait, et ça a été extrêmement utile. Alors c'est dommage que les élèves ne soient pas arrivés, je ne sais pas s'ils vont venir ou pas de nouvelles. Voilà, ok. Si parfois ils nous entendent, bien tous ces travaux sont quand même décrits dans un livre qui s'appelle Étonnante chimie, qui est fait pour les lycéens qui sont justement en terminale et pour préparer le grand oral. Donc ils peuvent retrouver tout ce que j'explique. Et voilà, avoir fait le KDG, eh bien, ça nous a permis la chose suivante. Vous voyez ici ce site minier très contaminé, il n'y a pas une plante, sauf timidement quelques plants un peu dispersés de ma fameuse légumineuse. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des graines de la légumineuse, qu'on a mis en terre ici, vous le voyez, et le KDG qu'on a réussi à synthétiser nous a servi de nutriment pour aider au développement bactérien, en fait des bactéries associées à cette légumineuse. Ceci nous a permis de produire dans les serres du laboratoire cette légumineuse qu'on a ensuite implantée sur ce terrain donc hautement contaminé. On voit encore une différence entre ce que le chimiste essaie de faire avec difficulté, 4 ans d'études pour arriver à ça, et en 2 ans, la nature avait repris ses droits. Le pas de temps n'est pas le même, c'est toujours comme ça, c'est toujours une leçon. Eh bien, c'est-à-dire que la légumineuse et une autre plante du site aussi qu'on a développée en coculture se sont développées toutes seules et ont permis à d'autres plantes de se développer à leur tour pour en fait développer tout simplement un couvert végétal sur un sol qui a servi de couvert protecteur limitant l'envol des poussières métalliques donc qui étaient extrêmement toxiques pour les habitations voisines. Donc on voit l'intérêt quand la chimie a envie de s'intéresser à des problèmes écologiques, c'est quelque chose qui peut être extrêmement profitable. La question qu'on peut se poser, quand on pense à ma superbe légumineuse qui a eu un rôle booster sur, je vais dire, la revégétalisation spontanée de ce sol contaminé, c'est qu'elle accumule quand même beaucoup de zinc dans ses feuilles. Ça, c'est une vraie question. Si un herbivore passe par là, alors je peux vous assurer, on n'en a jamais vu, parce que le terrain ne fait pas du tout envie, mais c'est quand même un risque. Est-ce qu'un herbivore vient grignoter une feuille où il y a du zinc? Est-ce que ce n'est pas le début d'une contamination de la chaîne alimentaire? C'est toujours une question qu'il faut se poser. Et puis, autre question qu'on doit se poser, si on veut que ces exemples soient déployés à grande échelle, pas que ce soit simplement les chercheurs qui s'en emparent, il faut que des industriels qui ont plus de moyens s'approprient ces technologies. Mais ces travaux ne se traduisent que par des coûts, et il faut des financements, c'est très difficile. Donc est-ce qu'on ne peut pas trouver non plus une rentabilité économique cohérente avec les efforts écologiques? Eh bien, le zinc qui est présent dans ces feuilles, je vais mal retrouver la souris, qui est présent ici dans ces feuilles à très haute concentration, pour nous, on a considéré qu'on pouvait le gérer comme un réservoir de zinc. Non pas un minerai, mais là, c'est dans les feuilles. Qu'est-ce qu'on a pu en faire? Bien, je vous partage quelques résultats. Vous avez vu ma collègue tout à l'heure dans la petite vidéo parler de catalyseur, c'est-à-dire la molécule qu'on ajoute dans une réaction chimique pour qu'elle puisse avoir lieu, en tous les cas à une vitesse suffisamment intéressante. Et bien, plutôt que d'aller chercher un catalyseur au zinc dans l'industrie minière, on a été chercher dans les feuilles. Et ça nous a permis de synthétiser des molécules qui sont quand même intéressantes et de repenser complètement leur synthèse. Le premier exemple ici, c'est un agent anticancéreux qui bloque la mitose, c'est-à-dire qui bloque la migration des chromosomes vers les pôles cellulaires pendant la mitose. Donc oui, c'est un très bon agent anticancéreux puisqu'on le sait, les cellules cancéreuses ont le défaut de se multiplier très très vite, cette façon à considérer. Ici, une molécule qu'on connaît beaucoup sous son nom, une benzodiazépine,
un anxiolytique donc intéressant, eh bien on peut le faire en s'appuyant tout point sur les principes de la chimie verte. Une molécule ici, d'hydropyrimidine, pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que c'est un mime très fidèle d'un réducteur de la nature. C'est une molécule qui ressemble à celle-ci que la nature utilise pour faire des réactions de réduction. Eh bien, pour faire une chimie qui respecte la nature, il faut s'inspirer de la nature. La nature, c'est le fruit d'une évolution de plusieurs millions d'années avec des systèmes très optimisés. Je vous en ai montré quelques exemples tout à l'heure. Si on veut avoir une chimie donc qui n'a pas d'impact sur l'environnement, il faut s'inspirer de la chimie de la nature. Et là, c'est un bel exemple. Faire des réducteurs tels que la nature les conçoit. Ici, c'est une molécule plateforme qui est un petit peu dédiée aux jeunes ici, parce que qui regroupe beaucoup d'intérêts. Déjà, c'est la transformation de déchets de l'industrie du bois pour en faire une molécule à très haute valeur ajoutée, avec ici des centres chiro très hydrophiles. Et quand on introduit ici une chaîne grasse, on fait ce qu'on appelle un tensioactif non ionique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement, à la différence des lessives, shampoings qu'on utilise avec abondance au quotidien. Mais le plus bel exemple est là. Donc cette structure assez compliquée, en fait, c'est ce qu'on appelle un ARN coiffé. C'est-à-dire que vous avez une chaîne d'ARN ici qui est reliée à un nucléotide par un motif triphosphate. C'est ce qu'on appelle un pré-ARN messager. Donc c'est quand même très intéressant de pouvoir le faire dans des conditions très respectueuses de l'environnement. On connaît maintenant tout l'intérêt des vaccins ARN messagers. Voilà, maintenant pour terminer, je vais vous montrer des exemples rapides qui montrent qu'on peut apporter des solutions face à ce que la chimie verte a mis en évidence, c'est-à-dire les grands fléaux donc d'une chimie réalisée à grande échelle qui n'est pas soucieuse de l'environnement. Il y a des solutions. Première solution, les solvants. La collègue dans la vidéo vous disait, les solvants en chimie organique, c'est un très gros problème. C'est ce qu'on utilise pour diluer les molécules qu'on veut transformer. On en utilise des quantités énormes, qui sont souvent des molécules toxiques et qui génèrent des quantités de déchets astronomiques. Et ça, c'est une des priorités. Il faut arrêter de fonctionner comme ça. Eh bien, il y a des solutions donc pour éviter d'utiliser donc en fait ces solvants problématiques. L'exemple est ici. C'est un solvant qui vous dit peut-être rien, donc on a baptisé Ecocétal. Il est intéressant parce que déjà il n'est pas volatile, donc il n'a pas cet effluve d'essence, de molécules donc on respirerait. Et il existe dans la nature, donc il est facilement biodégradable. Il a été identifié grâce à la réglementation REACH que j'exposais tout à l'heure comme molécule qui n'est pas toxique, avec des tests extrêmement poussés, donc c'est intéressant. Et pour nous, on a été capable de le faire dans des conditions donc 100% naturelles, avec des ressources abondantes. La matière première l'est, elle est très simple, et le catalyseur, ceux qui viennent régulièrement l'ont peut-être connu, il est directement issu d'une plante exotique envahissante qui est donc la renouée du Japon, qui a les propriétés de devenir un superbe catalyseur pour produire cette molécule. Donc un solvant complètement naturel, qui n'est pas toxique, qui n'est pas volatile, son point d'ébullition est assez haut, qui n'est pas irritant, qui est biodégradable. On arrive à faire des molécules donc de solvants dans des conditions qui sont qualifiées de bio. Il y a un organisme français qui le certifie, avec donc des critères assez stricts. Tout ça est possible. On peut donc faire des solvants très acceptables. Autre enjeu, qui reste d'actualité, mais que l'ADEME, l'Agence de l'environnement, avait publié en 2023. L'ADEME appelait à une prise de responsabilité urgente vis-à-vis donc de communication qui doit absolument être responsable, où l'engagement de l'entreprise au niveau socio-économique doit être réel, et avec une éthique et une efficacité environnementale profonde. Il ne suffit pas d'affirmer par de grands faits, de grandes actions de communication qu'on fait un effort, encore faut-il que ça s'appuie sur une réalité donc avérée. Donc l'ADEME avait fait un appel dans ce sens, et c'est quelque chose qu'on a souhaité travailler pour montrer que c'était possible, en montrant l'exemple, en espérant en inspirer d'autres,
à travers un exemple qui est ce qu'on appelle donc des esters gras, capables de remplacer des molécules devenues indésirables, les silicones volatiles. Je l'ai évoqué donc, il y a environ 2 semaines, ces silicones volatiles, donc, qui sont très utilisés dans les produits cosmétiques, qu'on rejette dans la nature en très grosse quantité. Certains sont interdits depuis 2022 en Europe, grâce à REACH encore une fois, parce qu'ils sont toxiques. Certains continuent à être utilisés. On peut les remplacer par ces esters gras. L'intérêt, eh bien là encore, la nature les connaît. Il y a même des phéromones d'abeilles qui génèrent ces produits. Donc ils ne sont absolument pas toxiques et ils sont biodégradables. On peut les produire de façon complètement naturelle, 100% biosourcée, à partir de ressources abondantes. Lesquelles ? Eh bien, à partir d'huiles produites par les figuiers de Barbarie, qui sont aujourd'hui déclarés dans le sud de la France comme espèces exotiques envahissantes, trop abondantes, mais qui génèrent des huiles extrêmement intéressantes. L'huile générée par Chardon-Marie, qui se développe aussi très très facilement dans le sud. Et puis un exemple que j'avais évoqué très vite lors de la séance inaugurale, l'arbre du désert, vous vous souvenez peut-être, Balanites, un arbre qu'on est en train d'implanter de façon très intense pour ralentir l'avancée du désert sahélien. On a largement commencé dans le Sénégal, c'est assez avancé. Donc cet arbre a donc le côté extraordinaire de résister au climat désertique. Donc il permet par cette réimplantation végétale de ralentir donc l'avancée du désert. Et puis aussi, bien sûr, eh bien, de générer des graines qui produisent une huile de qualité et qui est tout à fait intéressante pour générer ces esters gras. Donc on voit qu'on arrive à proposer des solutions extrêmement intéressantes avec la volonté initiale de résoudre le problème eh bien, de ces espèces exotiques envahissantes. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le catalyseur est encore celui qui vient de la renouée du Japon, donc espèce devenue indésirable. Autre problème que la chimie verte a bien mis en évidence, ces synthèses multi-étapes où on enchaîne en cascade réaction sur réaction pour produire une molécule d'intérêt, ont un bilan environnemental qui est extrêmement mauvais. Plus on a d'étapes pour construire une molécule, plus on génère de déchets. C'est absolument imparable. Donc il faut être plus imaginatif et réussir à concevoir des schémas de synthèse qui réduisent ce nombre d'étapes. Bon, alors c'est toujours facile à dire, moins à faire, mais c'est quelque chose qui est quand même possible. C'est la meilleure façon de réduire les déchets et en limitant les coûts environnementaux. C'est ce qui est possible avec ce bel exemple, en fait, qui s'appelle le dihydrojasmonate de méthyle. Ça ne vous dit rien, et pourtant c'est la star de la plupart des parfums. C'est une molécule qui sent très bon, qui a l'odeur du jasmin, d'où le nom de jasmonate, mais en plus qui a une vertu qui attire tous les parfumeurs, c'est qu'elle rehausse le pouvoir olfactif de la plupart des molécules de parfum. Donc elle est très recherchée, mais dans la nature, elle est présente en très très faible quantité, et pas du tout en Europe. Donc la faire venir du bout du monde n'est pas une bonne idée, et de toute façon ça mettrait en péril les espèces végétales qui la produisent, parce que c'est une molécule de défense pour certaines plantes. Donc ce qu'il faut, c'est la synthétiser. Eh bien ceci est possible, là encore, grâce à la renouée du Japon, en n'utilisant aucun solvant, en réduisant le nombre d'étapes, en étant innovant dans les procédés, c'est-à-dire en trouvant de nouvelles méthodes d'activation, et ça génère eh bien, une odeur unique. Pourquoi ? Le parfumeur est gagnant parce qu'on n'a utilisé aucun solvant, et tout résidu de solvant nuit à la qualité olfactive d'un procédé. Mais là, il n'y en a pas. Donc il y a double bénéfice qui motive l'industrie du domaine. C'est qu'on n'a pas utilisé de solvant, l'empreinte environnementale est très réduite, et en plus la qualité olfactive du parfum est supérieure. Donc ça, on y reviendra tout le temps. Quand on fait un effort écologique et environnemental, on est toujours gagnant sur d'autres aspects, mais on ne les a pas forcément anticipés au départ. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc pour conclure, bien, je voulais vous partager une réflexion de Pierre Potier, celui dont j'ai présenté les travaux sur l'anticancéreux, le taxotère, qui illustre bien les propos d'aujourd'hui, c'est que la chimie est au cœur de la vie, et pour lui, donc sa phrase bien connue, c'est que la chimie serait à la biologie ce que le solfège est à la musique. Je crois que c'est vraiment une vérité qu'il faut intégrer, c'est très joli,
Et ce que je voulais vous partager, j'espère que vous en êtes convaincus maintenant, c'est que la chimie, à mon sens, c'est également le solfège de l'écologie scientifique. Voilà. Merci de votre écoute.